membres de la société civile et des organisations de droits humains, mesdames, messieurs, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous accueillir ce matin autour de l'état des lieux de la sécurité et mise en place de la force de répression des gangs. 6 mois après l'adoption de la résolution 2793 et de la force de répression des gangs, en remplacement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, d'évaluer avec lucidité et responsabilité les avancées enregistrées dans la mise en place de la dite force et dans le renforcement de nos forces nationales. La conférence tentera aussi de contribuer à définir un paradigme adapté pour une solution consensuelle et durable à la crise sécuritaire. Dans cette perspective, cette conférence se veut un espace ouvert où chaque acteur est invité à exposer ses avancées, ses contraintes et ses engagements. Car le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme croit fermement que la réponse à la crise sécuritaire ne peut être fragmentée. Elle exige coordination, transparence et responsabilité partagée. Des institutions parfois moins visibles, pourtant essentielles, sont donc associées à la 6e conférence de la table sectorielle sur la sécurité. Il s'agit notamment des institutions de contrôle, des autorités locales, dont le rôle est déterminant dans la consolidation de la sécurité et de l'état de droit en Haïti. Mesdames, Messieurs, chers partenaires et acteurs engagés, nos échanges s'articuleront autour de 4 axes principaux. D'abord, les orientations stratégiques et les perspectives de sécurité en Haïti. Ici, le Premier ministre, président du Conseil supérieur de la police nationale, son Excellence Alix Tshisekedi, représenté par son cabinet, son chef de cabinet qui va nous rejoindre, et les partenaires et institutions internationales sont invités à présenter les grandes lignes de leur stratégie pour résorber durablement la crise sécuritaire qui ronge le pays. Ensuite, le cadre opérationnel de la sécurité en Haïti. Les forces de sécurité, la force de répression des gangs, ainsi que les instances nationales impliquées, notamment de la définition des normes et la surveillance en matière de droits humains, sont invités à présenter leurs actions concrètes visant à rétablir la sécurité dans le pays. Le rôle des institutions de contrôle et des autorités locales dans la gouvernance sécuritaire est le 3e pilier de la conférence d'aujourd'hui. En effet, au-delà de la répression, au-delà des blindés, de la présence des hommes et des femmes en uniforme, la sécurité exige un contrôle pluridimensionnel, à la fois a priori et a posteriori, mais aussi une proximité avec la population. La 6e conférence de la table sectorielle sur la sécurité mettra enfin l'accent sur le rôle fondamental de la société civile et des organisations de droits humains dans les efforts et les actions pour résorber la crise sécuritaire. Leur engagement devient incontournable pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir des solutions durables. Mesdames, Messieurs, chers partenaires et acteurs engagés, nous sommes convaincus que la contribution tant attendue aujourd'hui permettront d'aboutir à une compréhension plus globale des enjeux sécuritaires, mais aussi à une meilleure articulation entre les actions nationales et les appuis des partenaires internationaux. Nous vous invitons à vous en saisir pleinement en partageant vos expériences, en confrontant vos perspectives, en construisant ensemble des réponses à la hauteur des défis auxquels le pays est confronté. Au-delà des résolutions, au-delà de leur bonne formulation,
dont certaines sont purement idéalistes, c'est surtout la confiance entre les acteurs nationaux, la cohérence des actions et le respect des droits humains qui permettront des avancées durables en matière de sécurité. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, acteurs engagés dans la cause d'Haïti, je profite pour rappeler que cette conférence s'inscrit également dans une dynamique de continuité. Elle vise à actualiser et à renforcer les recommandations issues des précédents travaux de la table sectorielle sur la sécurité réalisée l'année dernière et partagée le 2 septembre avec les autorités exécutives, les forces de sécurité et les partenaires internationaux. Mesdames, Messieurs, chers partenaires et acteurs engagés dans la cause d'Haïti, une fois de plus, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme vous remercie pour votre engagement et vous souhaite des échanges fructueux et porteurs de solutions. Je vous remercie. Merci, Maître Gédéon Jean. Depuis plusieurs années, Haïti fait face à une flambée de violence sous l'impulsion des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale et quelques proches urbaines du pays. Des actes de violence, de meurtre, de pillage et de viol sont devenus le quotidien des Haïtiens. Et malheureusement, les forces de sécurité nationale semblent n'être pas en mesure de maîtriser ce phénomène. Le 30 septembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution, la résolution 2793, transformant la MMAS en force de répression des gangs. C'est de cette optique que je vous invite aujourd'hui à écouter les exposés des différentes personnalités ici présentes sur les avancements de la mise en place de cette force. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, avec vous, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Carlos Gabriel, dans son exposé. Merci. Bonjour, comme vous l'avez noté, je ne suis pas Carlos. Il s'excuse de ne pas participer, mais je suis Arnaud Royer, qui représente le BINU, mais aussi le Haut-Commissariat des droits de l'homme en Haïti. Monsieur le représentant du Premier ministre, directeur de cabinet, comme ça. Monsieur le directeur de cabinet, représentant du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de la Police nationale et votre équipe, Force Commander de la Force internationale, représentants des Forces armées d'Haïti, membres de la société civile, chers collègues. Écoutez, pour la 6e fois, je suis très heureux d'avoir été invité à cette conférence qui est vraiment très importante aux yeux des Nations Unies, à mes propres yeux, puisque comme l'a représenté, et je le remercie, le représentant de CARD, il met en perspective les différents acteurs qui travaillent sur la sécurité, que ce soit des acteurs de la sécurité ou des acteurs de la société civile. Mais quelques mots, j'ai juste quelques mots à vous présenter, s'articuleront, je dirais, autour de 4 grands aspects. Le premier concerne la situation des droits de l'homme. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que vous la vivez au quotidien. Mais la situation reste très préoccupante, que ce soit au sein de la capitale, dans de nombreux quartiers, toujours sur l'influence qui connaît les exactions des gangs et d'autres groupes d'autodéfense, mais également en dehors de la capitale.
dans certaines communes de l'Artibonite ou dans le plateau central. Les exactions sont innombrables, c'est une partie de notre rôle de documenter ces exactions et de les rendre publiques. Nous avons vu quand même un changement de dynamique dans le bas de la ville depuis l'augmentation des opérations des forces de sécurité et donc une diminution dans cette zone-là des violations des droits de l'homme. Donc ça, c'est l'ensemble. Et maintenant, l'objectif de cette discussion est de parler de la résolution, mais de la force internationale. Mais dans un premier temps, avant de parler de la force internationale, moi je parlerai de l'acteur clé pour les droits de l'homme qui reste la police nationale haïtienne et les forces de sécurité. Le rôle des droits de l'homme et des Nations Unies dans ce cadre-là est toujours délicat. Parce que c'est vrai qu'on est vu comme un organe qui dénonce, qui met sur la place publique des enjeux. Mais il y a un autre aspect que je voudrais un peu parler, je suis souvent avec le directeur général en discussion, c'est l'aspect renforcement des capacités, prévention et réponse. Dans ce cadre-là, lorsque des exactions sont commises par les gangs et qu'il y a une opération qui a pour but donc de neutraliser les gangs, il peut se passer des incidents au cours de ces opérations. Et là, nous travaillons avec notamment le directeur général depuis son arrivée, je dois le reconnaître. Il y a eu un changement dans l'approche sur les droits de l'homme où nous travaillons et renforçons depuis plusieurs semaines notre engagement avec l'inspection générale de la police. L'inspection générale de la police récemment a eu une arrivée de nouveaux inspecteurs. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs mois. Et nous travaillons avec la police nationale justement pour renforcer leurs capacités et enquêter. Pour nous, l'inspection générale est un organe clé de la police dans la mesure où il maintient l'intégrité et le professionnalisme de l'institution. Et ça, c'est déterminant. Dans la situation actuelle, comme le disait aussi le directeur de CARD, la répression est un aspect. Mais il faut maintenir l'institution républicaine qui est là pour protéger les citoyens, qui est la police, dans justement un cadre qui lui permet de conserver ses valeurs et ses capacités professionnelles. Et le travail que l'on fait, beaucoup avec l'inspection générale et le directeur général, c'est justement de travailler sur cet aspect. Et nous, c'est un cadre déterminant dans le cadre de l'arrivée de la force internationale. Parce qu'il y a un autre aspect qui va se déployer dans le cadre de la force internationale, c'est le rôle de la police nationale pour le suivi des arrestations. Et donc je viendrai sur ça après quand je parlerai rapidement de la justice. Donc vraiment, premier point pour nous, la police nationale haïtienne. Deuxième point, la force internationale. Partons historiquement depuis le déploiement de la MSS sous l'autorité du Force Commander Otungue ici présent. Il s'est engagé avec mon institution effectivement à établir un partenariat qui a porté beaucoup de fruits. Je vais vous expliquer dans quel sens, et l'objectif pour nous, ça sera de poursuivre ce que le commandant Otungue a mis en place. Dans un premier temps, c'est l'établissement des normes au sein de la force internationale. Des normes notamment de contrôle interne sur des possibles problèmes qu'il pourrait avoir avec la force internationale. Première étape, c'était la mise en place. Ces normes existent toujours et ça va être un socle sur lequel la GSF, la force de répression des gangs, pourra s'appuyer sur le travail qui a été effectué tout au long du déploiement de la MSS. Premier point. Deuxième point, c'était la formation. Il fallait qu'avant le déploiement et sur le terrain, tous ces hommes soient formés aux droits de l'homme, mais aussi sur d'autres questions, que ce soit la protection de l'enfance, des règles de discipline interne. À l'heure actuelle, on a atteint à peu près un niveau entre 79 à 80% de ces hommes ont été formés avant le déploiement, mais aussi sur le terrain, par les officiers des droits de l'homme, donc sur le respect des normes internationales. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, les normes, c'est pas tout. Il faut les mettre en œuvre. Parce que vous pouvez avoir des normes intégrées dans des textes, mais il faut que les hommes les respectent. Et là, le commandant Otungue et ses hommes ont pu diffuser à travers les différents contingents justement ces normes et rappeler que si ces normes n'étaient pas respectées, il y aurait zéro tolérance. Donc ça, c'est un troisième point. Un quatrième point qui est très innovant, je trouve, dans la force internationale, c'est la relation qu'a établie la MSS avec la société civile. J'ai beaucoup travaillé dans les
forces internationales, notamment dans les missions de maintien de la paix à travers le monde. Et le plus souvent, ces forces travaillent souvent en vase clos. Or, ce qui s'est passé ici, grâce à la résolution du Conseil de sécurité également, qui introduit cet aspect, c'est qu'une passerelle est établie entre la force internationale et la société civile haïtienne. Et plusieurs acteurs qui sont ici présents, notamment Karl, mais aussi je vois d'autres acteurs, font régulièrement des rencontres dans le cadre de plateformes avec la force internationale pour discuter des enjeux, pour faire remonter les informations lorsqu'elles ont lieu et pour permettre à la force de pouvoir réagir. Cette relation pour nous est très importante et on est dans une phase de transition en fait. Vous savez que la MSS, dans sa première version, est en train de phase out et l'arrivée de nouvelles troupes. Pour nous, c'est un défi et qu'on travaille avec la force, mais aussi avec nos partenaires internationaux qui nous soutiennent, qui sont pour certains présents dans la salle, de pouvoir maintenir ce rôle entre la force internationale et la société civile haïtienne. Vous n'êtes pas sans savoir l'histoire de la présence des forces internationales ici, avec les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. Et justement, cet établissement de cette relation et de ce travail qui est régulier, pour nous, est un moyen peut-être de prévenir et d'anticiper les problèmes qui ont eu lieu dans le passé et que personne ne veut voir ici en Haïti. C'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu pour la force internationale, c'est un enjeu aussi pour le pays, pour la réussite justement de ces déploiements. Alors maintenant, on en est où? Comme je vous l'ai dit, on est en position de transition. Nous attendons, nous, l'arrivée des nouvelles troupes et l'appui de la communauté internationale pour nous permettre de continuer ce travail. Le socle est présent, ça c'était très important pour nous de rappeler. Tout le travail qui a été fait pendant plus d'1 an et demi, on doit construire sur ce socle. Il y a un aspect qui va être, pour l'instant, qu'on a noté, et je préfère être aussi direct dans ma présentation, il y a un aspect qui existait avec la MSS qu'il faudra reconstruire pour nous avec la JSF, c'est la relation entre la MSS et la police nationale, la JSF et la police nationale. Le mandat est différent. Vous l'avez peut-être noté, le mandat est différent. Par contre, dans la réalité, le lien et le partnership doivent toujours être là. Ça me permet de basculer sur un troisième point, c'est les acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans la propre sécurité, mais qui ont un rôle crucial dans la sécurité. La justice. Un enjeu qui émerge actuellement, c'est quelle est la capacité donc, des autorités police judiciaires et acteurs du monde judiciaire à absorber le nombre d'arrestations qui risquent d'avoir lieu dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, vous avez, en termes de détenus à travers le pays, 7000 personnes qui sont détenues à travers le pays. À Port-au-Prince, vous n'avez qu'un seul centre qui est en fait même pas adapté pour ça, qui est le centre d'accueil pour les mineurs en conflit avec la loi, que vous connaissez sur le nom de Sermicole, qui a une capacité de 100 individus détenus. À l'heure actuelle, à Sermicole, il y a plus de 700 personnes, hommes, femmes, enfants. Quiconque est arrêté à l'heure actuelle, que ce soit un délit lié à la criminalité ou autre, doit passer par des stations de police qui, pour beaucoup, ont été attaquées avec des moyens limités, mais tout de suite après, il rentre dans le circuit judiciaire. Et quoi qu'il arrive, la JSF arrêtera, donc la force de répression des gangs arrêtera des personnes, et tout de suite, quasiment tout de suite après, la responsabilité reviendra aux autorités nationales. Et notre rôle, pour nous, c'est de mettre ça, effectivement, d'en discuter avec les autorités, de voir les capacités qu'elles ont à l'heure actuelle, qui sont quand même très, très limitées. Je vous disais, un centre d'accueil qui est déjà où il y a une surpopulation, et où on mélange hommes, femmes et enfants, et des stations de police qui sont aussi déjà surpeuplées en termes de détention. Nous, c'est un enjeu pour le pays, c'est un enjeu pour la police, c'est un enjeu pour la justice. Et pour ça, il y a encore
Si la force arrive demain et arrête demain, ça sera quelque chose qu'on aura à gérer au quotidien avec la police. Le dernier aspect que je voulais mettre en avant, c'est que la sécurité est une des réponses. On travaille beaucoup sur l'aspect économique et social. Récemment, on a travaillé sur la question des recrutements des enfants dans les gangs, qui est une réalité. La réponse, effectivement, il y a d'abord une réponse sécuritaire par rapport à ceux qui les recrutent, mais quelle est la réponse économique et sociale? Vous ne pouvez pas expliquer qu'un enfant de 12 à 13 ans, qui a été en déplacement, rejoint ou est attiré par certains gangs uniquement pour des raisons criminelles. Nous avons travaillé sur les mécanismes de recrutement, je vous épargne les détails, mais les causes profondes, on en parle souvent, on parle de causes profondes, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place par les acteurs sociaux. Je pense notamment aux programmes sociaux du gouvernement. Je suis très content que le ministre des Finances soit ici, parce qu'il y a aussi un programme qui peut beaucoup aider, qui est le FAES, qui est sous le ministère des Finances, pour vraiment lancer des grands programmes sociaux dans certains quartiers. Pour l'heure, l'essentiel des programmes sociaux ont lieu en dehors de la capitale, mais pas en milieu urbain, pour diverses raisons. Mais ce sont ces raisons qui ont été identifiées, auxquelles on peut trouver des solutions. Vous voyez, pour nous, par exemple, le FAES et certains programmes du ministère des Affaires sociales ont un rôle crucial à jouer dans la réponse vis-à-vis de la criminalité, mais sous l'aspect social. Vous avez d'autres acteurs, le ministère de l'Éducation. Les écoles restent un ancrage de protection au sein des quartiers. Autrement dit, maintenir les enfants dans l'école est un moyen de limiter leur recrutement. Et vous avez toute une série d'activités sociales qui peuvent être menées, en fait, et qui tournent autour de la réponse sécuritaire. Voilà. Pour moi, je vais m'arrêter sur quelques points pour peut-être, dans les prochaines minutes, répondre à d'autres questions et initier le débat. Mais avant de conclure, je voudrais vraiment remercier CARD pour cette initiative qu'il maintient depuis des semaines et des mois. Parce que initier quelque chose, c'est toujours facile. Le maintenir sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais que CARD maintient cette rencontre. Parfois, ça apporte certaines choses, parfois, ça apporte moins de choses, mais maintenir ce type de rencontre, ce type de discussion, où les acteurs comme nous, on peut s'exprimer pour expliquer aussi ce qu'on fait, est très important, mais aussi recevoir des questions, des réponses, des suggestions est d'autant plus important. Merci. Merci au représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti. Maintenant, nous appelons le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation d'État américain en Haïti, M. Cristobal Dupuis. Exposé. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le représentant du Premier ministre, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État, des organisations internationales et de la société civile, chers ambassadeurs, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le force commandeur, Monsieur Otungue, Monsieur le directeur exécutif du CAR, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements au CAR pour l'organisation de cette 6e conférence de la table sectorielle sur la sécurité, ainsi que pour la constance de son engagement en faveur d'un dialogue structuré, pluraliste et utile sur les défis sécuritaires auxquels Haïti est confronté. Le choix du thème de cette rencontre nous rappelle l'ampleur de la responsabilité collective qui nous réunit aujourd'hui.
état des lieux de la sécurité en Haïti et mise en place de la force de répression des gangs. La conjoncture actuelle nous impose en effet une exigence de vérité. Dans plusieurs zones du pays, et tout particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, la violence armée continue de peser lourdement sur la libre circulation des personnes, le fonctionnement régulier des institutions, l'accès aux services essentiels, ainsi que la présence effective de l'État. Cette réalité nous oblige à dépasser les réponses fragmentées et nous oblige à privilégier la coordination plutôt que la dispersion, la continuité plutôt que l'improvisation et le renforcement durable des capacités nationales plutôt que les réponses circonstancielles. Dans ce contexte, la résolution 2793, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, constitue un repère important. Comme cela avait déjà été souligné lors de la session précédente de cette rencontre de la table sectorielle sur la sécurité, elle marque une étape significative dans l'évolution du cadre d'appui à la sécurité d'Haïti. Elle réaffirme le rôle central des institutions haïtiennes, en particulier celui de la police nationale d'Haïti, dans la conduite des efforts de sécurité, tout en ouvrant un cadre renforcé de coopération avec la force de répression des gangs. Elle confie également à l'Organisation des États américains une responsabilité claire d'appui technique et logistique ciblée afin d'accroître l'efficacité des opérations de sécurité. Cette orientation s'inscrit dans la continuité des efforts de l'OEA en appui au gouvernement haïtien pour renforcer les capacités humaines, institutionnelles et opérationnelles de la police nationale d'Haïti, tout en contribuant à une approche de sécurité fondée à la fois sur l'efficacité opérationnelle, la coordination interinstitutionnelle et la confiance de la population. L'esprit qui guide notre action demeure constant. Aider à créer les conditions d'une présence sécuritaire plus crédible, plus agile et plus soutenable au service de l'autorité légitime de l'État et de la protection des citoyens. C'est dans ce cadre exigeant et au regard des défis de sécurité auxquels Haïti demeure confronté que l'Organisation des États américains déploie plusieurs chantiers structurants. Ceci vise à appuyer les autorités haïtiennes à renforcer les capacités de la PNH et à soutenir la mise en place effective de la force de répression des gangs dans la perspective d'une réponse sécuritaire plus cohérente, plus opérationnelle et plus durable. Permettez-moi, à ce titre, de mettre en lumière un premier chantier prioritaire, le renforcement des capacités opérationnelles de la PNH et de la FRG au moyen des bases opérationnelles avancées. Développée avec l'appui de l'Union européenne, cette initiative répond à une priorité stratégique clairement identifiée. L'absence d'infrastructures avancées et décentralisées limite l'efficacité des forces de sécurité face à des groupes armés mobiles, solidement implantés dans des zones sensibles et sur des axes stratégiques. Ce projet vise donc à doter la VNH et la FRG de plateformes de projection sécurisées, capables de soutenir une présence opérationnelle plus proche du terrain, plus réactive et plus durable. Au-delà de la seule dimension infrastructurelle, ce projet adopte une vision opérationnelle d'ensemble. Il prévoit non seulement l'établissement de 5 bases de sécurité avancées fonctionnelles, mais aussi le renforcement de la PNH, grâce à un appui logistique accru, ainsi que la mise en place des systèmes durables de développement et d'approvisionnement. En d'autres termes, il s'agit de doter les forces engagées, non seulement de points d'appui, mais aussi d'une véritable capacité de maintien, de ravitaillement et de continuité dans l'action. Le deuxième chantier porte sur le renforcement des capacités tactiques nationales
avec la mise en place du centre tactique de Montcalm, avec un important appui du Canada. Cette initiative vise à doter la police nationale d'Haïti d'une infrastructure sécurisée de formation tactique continue, comprenant des installations de soutien de vie, des espaces spécialisés, un dispositif de formation de formateurs, afin de consolider durablement une capacité nationale autonome. Des progrès déjà enregistrés, notamment la formation d'un premier groupe de 19 instructeurs nationaux et la formation d'une première cohorte de plus de 400 policiers de forces spéciales issus de différentes unités spécialisées de la PNH, illustrent la volonté d'investir non seulement dans la réponse immédiate, mais également dans le renforcement pérenne des capacités institutionnelles. Le troisième chantier s'inscrit dans la continuité des efforts de professionnalisation et renforcement de la police de proximité menés en collaboration avec d'autres partenaires. À cet égard, le projet appuyé par le Canada a permis de former plus d'une centaine d'officiers de police dans le cadre d'un programme de formation de formateurs de police communautaire. De réhabiliter 27 commissariats, notamment dans les départements de l'Ouest, du Nord et du Nord-Est, et de fournir à la BNH des moyens mobiles de matériel et d'équipements létaux. Au total, plus de 35 tonnes de matériel ont été jusqu'à présent livrés à la BNH, en plus de 2 FOB qui sont désormais opérationnels. Un quatrième chantier fait partie intrinsèque à la lutte contre les gangs et celui de la lutte contre la corruption à grande échelle et le financement des gangs. C'est une initiative qui est également appuyée par le Canada, un travail mené de formation et de mentorat avec la police judiciaire et particulièrement avec la BAF, la Brigade des affaires financières et économiques de la PNH, est en train de donner des outils nécessaires pour l'identification des avoirs mal acquis, l'opérationnalisation des dossiers de la police afin de judiciariser les cas de corruption pour leur condamnation soit en Haïti, soit à l'étranger. C'est toute la chaîne pénale qui est mise en branle, dès l'investigation policière, l'élaboration des dossiers précis et leur condamnation dans une cour de justice. Mesdames et messieurs, l'OEA est convaincu que la mise en place de la force de répression des gangs ne saurait être envisagée comme une fin en soi. Elle doit s'inscrire dans une ambition plus large, celle du rétablissement progressif de l'ordre public, du renforcement de l'autorité de l'État et de la sécurisation de la population, sans lesquelles il ne peut y avoir un développement ni durable, ni gouvernance effective, ni paix sociale. C'est pourquoi notre action reste guidée par 3 impératifs indissociables: la coordination entre les acteurs, l'appui à des capacités opérationnelles concrètes et le renforcement durable des institutions nationales de sécurité. Je voudrais réaffirmer que l'Organisation des États américains demeure pleinement engagée aux côtés d'Haïti. Elle le fait dans le respect de son mandat, dans un esprit de partenariat avec les autorités haïtiennes et avec la conviction profonde que le renforcement des forces nationales de sécurité constitue l'une des conditions essentielles du redressement du pays. S'il est vrai que les attentes sont immenses, il est vrai aussi que la responsabilité collective qui nous réunit aujourd'hui l'est plus encore. Il nous appartient ensemble de faire en sorte que le quart offert par la résolution 2793 se traduise par des capacités concrètes, des progrès mesurables et surtout des résultats tangibles pour la population haïtienne. L'OEA continuera pour sa part à apporter sa contribution avec constance, professionnalisme et sens de responsabilité, afin d'aider à créer les conditions d'un retour progressif à la sécurité, à l'état de droit et à la stabilité. Je tiens à vous remercier de votre aimable attention et vous souhaite tous une excellente continuation. Merci. Merci au représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti,
M. Cristobal Dupuis. Le ministère de l'Économie et des Finances occupe une place stratégique dans l'architecture institutionnelle de la lutte contre la criminalité. Chargé de la gestion de la finance publique, de la régularisation des activités économiques et du contrôle du flux financier. Il constitue un acteur clé dans la prévention, la détection et la répression des infractions économiques et financières. De ce fait, nous appelons le ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Koulin, à prendre la parole dans le cadre de cette activité. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur général de la PNH et les hauts gradés qui l'accompagnent, Monsieur l'ambassadeur de la République du Canada, Monsieur l'ambassadeur de la République de France, Monsieur le commandant en chef de la mission MMS, Monsieur le commandant en chef de la force de répression des gangs, distingués invités, c'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, dans le cadre de ce forum consacré à l'état des lieux de la sécurité en Haïti et aux réponses institutionnelles à apporter face à cette situation grave que connaît le pays. L'insécurité a conduit à une crise multidimensionnelle qui menace l'avenir du pays. La situation actuelle exige une mobilisation totale de l'État, sécuritaire certes, mais aussi économique, financière et institutionnelle. Dans cette réponse globale, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers ses structures, doit contribuer directement à la stabilisation du pays. L'insécurité engendre des effets dévastateurs sur les plans économiques et sociaux notamment. Elle fragilise la stabilité macroéconomique et budgétaire, freine le développement de l'activité économique et réduit les capacités productives nationales. La circulation des biens, notamment agricoles, est entravée. Des contraintes sur les axes et entre les régions ne favorisent pas le développement économique. Certaines infrastructures stratégiques, comme les ports, aéroports, centrales électriques, dont leur utilisation ou leur fonctionnement sont perturbés, avec des effets directs sur le commerce, le tourisme et les coûts de production. Sur le plan humain, la situation est également critique. Plus de 1,4 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays et près de 5,7 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Ces chiffres traduisent l'ampleur d'une crise qui appelle à des réponses structurelles et coordonnées. À ces chocs s'ajoutent des vulnérabilités macro-financières, une inflation élevée à 2 chiffres, aujourd'hui de l'ordre de 22,1%, un taux de prêt improductif de 8,77% dans le système bancaire et une pression fiscale durablement faible, avec des recettes publiques inférieures à 5% du PIB. Ces contraintes réduisent la marge de manœuvre budgétaire et compliquent l'action publique au moment même où les besoins de sécurité et de protection sociale augmentent. Face à une telle situation, le ministère de l'Économie et des Finances agit de manière concrète et coordonnée, à travers des actions directes et indirectes. Un axe prioritaire concerne la lutte contre les trafics illicites, stupéfiants, armes à feu et munitions, qui alimentent directement les groupes armés. Dans ce cadre,
les effets de l'administration générale des douanes sont particulièrement déterminants. Conformément à sa mission de protection, l'AGD, institution techniquement déconcentrée du MEF, aujourd'hui renforce ses contrôles aux frontières, ports et aéroports, en consolidant la surveillance douanière et les mécanismes de contrôle des cargaisons et des flux de capitaux. L'AGD vise à limiter l'entrée illégale d'armes et de munitions, à améliorer la traçabilité des flux de marchandises et à renforcer le contrôle des mouvements de cash, important au point d'entrée, qui est un levier essentiel pour perturber les réseaux criminels. Parallèlement, le MEF intensifie la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À cet égard, la lutte anticorruption portée notamment par l'ULCC contribue à tarir les financements qui alimentent la violence. La DGI également est appelée à appuyer les efforts pour lutter contre l'insécurité par l'identification des mauvais contribuables, par l'identification des contribuables qui s'associent au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La corruption est un facteur aggravant majeur. Elle affaiblit des institutions, facilite les activités criminelles et compromet l'efficacité des politiques publiques. C'est pourquoi la transparence et la redevabilité doivent être pleinement assurées et assumées par les institutions publiques. Au-delà des actions directes, le ministère agit également à travers les leviers économiques, budgétaires et sociaux. Malgré les contraintes importantes de trésorerie, des arbitrages budgétaires sont réalisés pour financer les actions des forces de l'ordre, les actions à caractère humanitaire et social, pour permettre la stabilisation du pays et également pour garantir la continuation des opérations liées au rétablissement de la sécurité. Le MEF veille à l'efficacité dans les traitements des dossiers, notamment celles liées au rétablissement de la sécurité. Les requêtes de la PNH et des FADH sont traitées avec célérité au MEF pour faciliter l'exécution des dépenses liées au rétablissement de la sécurité. Sur le plan social, le MEF, sur les 5 dernières années, à travers le Trésor public, a bénéficié d'un financement du Fonds monétaire international dans le cadre d'un mécanisme appelé réponse au choc alimentaire, ce qui lui a permis d'intervenir au niveau d'un ensemble de camps de personnes déplacées internes. À partir de ce financement également, des transferts monétaires ont été réalisés au profit de parents d'écoliers. Tout ceci pour encourager les ménages vulnérables à ne pas se laisser tenter par les gangs armés ou les groupes. La précarité est la mère de toutes les vices. Le MEF le sait. Le MEF finance à travers les arbitrages budgétaires sous la supervision du chef du gouvernement, avant tout le financement des instances concernées par la lutte contre l'insécurité. Également, le MEF finance les interventions humanitaires et sociales pour garantir la stabilité du pays, la paix dans la cité et dans les rues. Enfin, des réformes économiques liées au rétablissement de la sécurité sont en cours. Elles visent notamment le soutien à l'entrepreneuriat, la création de richesses et une meilleure redistribution des richesses créées dans l'économie. Tout ceci pour renforcer la résilience économique. En définitive, la lutte contre l'insécurité ne peut être efficace sans une approche globale. Le renforcement du contrôle des frontières par l'AGD est essentiel. La lutte contre le blanchiment et la corruption l'est également. Aussi, l'orientation des dépenses publiques vers le renforcement de la sécurité et l'aide humanitaire et sociale aux groupes vulnérables. L'ensemble de ces actions
me permettent de dire que la sécurité ne repose pas uniquement sur la force. Elle repose aussi sur la gouvernance, la transparence, la maîtrise des flux économiques et la protection des plus vulnérables. C'est en consolidant ces efforts, dans une approche coordonnée et durable, que nous pourrons restaurer la stabilité et offrir de meilleures perspectives aux fils et filles du pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Face à l'aggravation de l'insécurité en Haïti, caractérisée par la prolifération des groupes armés, l'augmentation des actes de violence et l'affaiblissement des institutions publiques, la question de la coordination des politiques de sécurité s'impose avec acuité. Dans un tel contexte, la lutte contre la criminalité ne peut être efficace sans une instance capable d'assurer une orientation stratégique, une harmonisation des actions et une réponse cohérente de l'État. C'est dans cette perspective que s'inscrit le rôle du Conseil supérieur de la police nationale, organe central de décision en matière de sécurité publique. À présent, nous appelons le représentant du Premier ministre, qui est le directeur de son cabinet, Maître Axel Joseph, dans ses propos de circonstances. Bonne audition. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs ici présents, monsieur le représentant de l'Organisation des États américains, monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, monsieur le directeur exécutif du cadre, messieurs les membres du Haut État-major de la Police nationale d'Haïti, monsieur le représentant des forces armées d'Haïti, messieurs les représentants de la force de répression des gangs, messieurs les maires de Kinskov et de Delma présents dans la salle, mesdames, messieurs les représentants du corps judiciaire, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, je pense aux représentants du secteur privé des affaires, je pense aux représentants des organisations des droits humains, je pense aussi aux représentants des acteurs politiques présents dans la salle, mesdames les représentants de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Le Premier ministre, son Excellence Alex Didier Vizeme, s'apprêtait à être physiquement présent avec vous ce matin, mais comme vous pouvez le comprendre, il est gardé par d'autres contraintes, d'autres préoccupations relevant de la priorité de la République, des priorités de la République. Et c'est pourquoi il m'a demandé
de vous présenter ses excuses de ne pas pouvoir être là, tout en me chargeant de vous présenter aussi son message de la circonstance. In limine, mes premiers propos sont adressés au directeur exécutif du cadre, Maître Gédéon Jean, pour sa contribution énorme à la stabilisation et au rétablissement de la sécurité dans le pays, en prenant depuis belle lurette l'initiative d'organiser ces assises dont l'objectif est d'abord l'occasion pour le gouvernement de partager une fois de plus ses actions et ce qu'il fait dans ce domaine, et ensuite l'occasion pour nous tous, les acteurs, structures, institutions impliquées, alors tant nationaux et internationaux, impliqués dans la question sécuritaire, de réfléchir et de partager ensemble leur vue dans le cadre de recherche de solutions à cette crise qui perdure trop dans le pays. Ces initiatives de la part du cadre est une preuve palpable qu'Haïti se relèvera et sa renaissance s'approche de plus en plus à la faveur de cette conscience collective manifestée par ses fils et ses filles, bien entendu accompagnés de nos partenaires internationaux. La responsabilité historique qui est la nôtre nous impose détermination, fermeté et abnégation. Réunis pour la 6e conférence de la table sectorielle sur la sécurité, ensemble, nous portons un engagement clair: reconquérir l'intégrité territoriale de notre nation et garantir à chaque Haïtien, chaque Haïtienne, chaque Haïtien la liberté de vivre et de circuler en paix. En effet, la sécurité est le socle de l'État. Sans elle, l'État se délite. À date, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est passé de la réflexion stratégique à l'action opérationnelle. Ainsi, mesdames, messieurs, le Premier ministre confirme la concrétisation de la force de répression des gangs. Le CSPN n'est plus une simple instance de coordination. Il est devenu désormais un véritable état-major stratégique. Le Premier ministre a impulsé une feuille de route claire qui s'articule autour des 3 entités cardinales suivantes. Au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, premier vice-président du CSPN, le Premier ministre a confié la mission de finaliser le cadre légal de la FRG. Ce travail est déjà achevé. Les textes organiques sont bouclés. Ces textes définissent le statut, les prérogatives et les limites d'intervention de cette force
Ils sont le bouclier juridique de nos opérations. Au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, deuxième vice-président du CSPN, le Premier ministre a assigné la reconquête administrative des zones libérées. La sécurité n'a de sens qu'accompagnée par la présence de l'État. Les plans de pacification et le retour des autorités locales sont en cours. Quant à la police nationale d'Haïti, elle a imposé une montée en puissance opérationnelle sans précédent. Cette dynamique s'inscrit également dans le projet P4000, qui engage le renforcement massif des capacités humaines, logistiques et tactiques de la PNH. Mesdames, Messieurs, la PNH a produit un concept des opérations révisé, rigoureux, aligné sur les standards internationaux et fondé sur une coordination totale entre unités tactiques et la future force de répression des gangs. Le ministère de la Défense, exerçant l'autorité de tutelle des forces armées d'Haïti, travaille inlassablement pour permettre au FADH d'accomplir sa mission régalienne de défense et de la garde vigilante du territoire. La contribution des FADH aux côtés de la PNH dans le combat contre l'insécurité est ineffable, indescriptible. Il convient aussi de mentionner la remobilisation de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR, qui vient s'ajouter à la panoplie de structures nécessaires, toujours est-il, dans la lutte contre l'insécurité. Nos relations avec nos partenaires internationaux ont changé de nature. Il ne s'agit plus d'assistance. Il s'agit d'alliance, une alliance stratégique, opérationnelle, assumée. Grâce à cet appui, nous sécurisons des approvisionnements et équipons concrètement nos forces. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a fait un choix clair, celui de la sécurité. Un effort budgétaire historique a été consenti. Le ministre de l'Économie et des Finances vient de prendre la parole et il vous a présenté, grosso modo, l'état financier du pays. Ces ressources ne sont pas une charge, elles sont le prix de la survie de l'État. On dit souvent que la sécurité n'a pas de prix. Il s'agit d'une politique publique consistant au renforcement de la gouvernance sécuritaire. Le CSPN se réunit constamment, les décisions adoptées sont exécutées dans la célérité. Dans la fermeté vers le rétablissement de la paix et de la sécurité, le Premier ministre s'attache au respect des droits humains. Ceux-ci ne sont pas aliénables. Au cœur de cette stratégie, la FRG, Force de répression des gangs, n'est plus un projet, elle est une réalité. Le représentant spécial est en fonction, l'état-major est en place, le commandement est unifié, la chaîne de commandement va se démarrer. Le BINU est pleinement mobilisé dans son rôle d'appui stratégique. L'État haïtien a tenu ses engagements, financiers comme matériels. Le concept d'opération de la FRG est finalisé. Ce n'est pas un document, c'est une doctrine de combat. Une doctrine adoptée à notre réalité, structurée autour de 3 priorités. Protéger les civils, anticiper par les renseignements
et frapper avec coordination. Cette 6e conférence intervient à un moment charnière. Nous avons les structures, nous avons les hommes, nous avons les ressources, nous avons la volonté politique. Il ne s'agit plus de discuter de ce que l'État va faire. Il s'agit de mettre en œuvre ce que l'État a décidé, ce que l'État va décider. Nous mesurons bien entendu l'ampleur des défis. Il s'agit de consolider les zones libérées, de lutter contre le financement des gangs, de refonder notre système judiciaire pour que les arrestations aboutissent à des jugements conformément aux lois de la République. Mais le message du Premier ministre est clair. Il souhaite qu'il fasse écho ici et dans tout le pays. L'État haïtien est debout. L'État haïtien frappe. L'État haïtien protège. La mise en place de la force de répression des gangs marque la fin de l'impunité. Elle marque aussi le début de l'ère de la reconquête de nos droits, le droit à la circulation. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de véhiculer ce message clair. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé, est disposé à traquer les financements des gangs. Les réseaux seront démantelés. Les gangs seront frappés sans relâche jusqu'à ce que chaque Haïtienne, chaque Haïtien retrouve ce droit naturel qui est le droit de circulation, le droit à la liberté. À nos forces de sécurité, le Premier ministre rend un hommage solennel. Messieurs, Mesdames et Messieurs, vous êtes des héroïnes et des héros silencieux de notre nation. Chaque jour, vous risquez votre vie. Certains d'entre vous sont tombés. Mais ceux et celles qui sont tombés en uniforme, ils et elles sont tombés pour Haïti. Leur nom ne sera pas oublié. Leur sacrifice nous oblige. Donc, à vous qui tenez la ligne, le Premier ministre dit, la nation est fière de vous. La nation est avec vous. Et la nation ne vous laissera jamais seul. À la population haïtienne, le Premier ministre vous dit ceci. Vous n'êtes plus des spectateurs. Vous êtes désormais acteurs de la reconquête de votre liberté. Chaque information que vous donnez à la police est un acte de patriotisme, est un acte de vos contributions. Chaque refus de céder à l'intimidation est une victoire. C'est pour vous que la police, l'armée, la FRG combattent. Avec vous, nous convaincrons. Avec vous, nous vaincrons. Et enfin, le Premier ministre salue la vigilance, la disponibilité, la disposition et la volonté de toutes et de tous les forces de sécurité nationale,
les partenaires internationaux, les organisations des droits humains, de la société civile, les magistrats debout et assis qui opèrent dans la justice, les acteurs politiques qui travaillent, qui combattent aussi pour que la liberté soit reprise dans le pays, partout et ailleurs. Le Premier ministre vous adresse ses remerciements et salue encore une fois de plus ces initiatives du cadre, espérant que les discussions, les débats, les réflexions qui vont être faits ici apporteront des éléments, des outils et des instruments nécessaires pour permettre à la nation de combattre ce fléau qui perdure trop dans le pays, qui est l'insécurité. Je vous remercie. Merci, Maître Axel Joseph, pour vos propos de circonstance. Mesdames, Messieurs, nous venons d'entendre les exposés des différentes personnalités ici présentes sur les avancements en matière de sécurité et de la mise en place de la force de répression des gangs. Maintenant, le moment est venu de prendre une pause en vue de garantir un droit, le droit à l'alimentation, avant de revenir pour les débats autour de la mise en œuvre et opérationnelle des actes de sécurité en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci pour votre présence. Le cadre vous remercie.